Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. De très nombreuses questions à vous poser ce matin. On attend des réponses sur les aides, sur l'accompagnement des entreprises, sur le bouclier tarifaire, l'inflation, les taxes, sur les super profits. Mais d'abord cette phrase quand même, Emmanuel Macron qui affirme hier, je cite, « Nous sommes en guerre et il faut produire plus d'électricité ». Avouez que c'est cocasse quand même. Non, c'est cocasse parce que il a raison d'être grave. Ça vient d'un président qui a fermé Fessenheim, qui a dit au patron d'EDF, Dixit, le patron d'EDF, n'embauchez plus, et qui a le plus beau parc nucléaire d'Europe, mais fermé pour moitié. Donc quand il dit il faut produire plus d'électricité, que ne l'a-t-il fait? Ça vient d'un président de la République, Apolline de Malherbe, qui a demandé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, qui a réaffirmé la volonté de la France d'être une des grandes puissances nucléaires de la planète, qui a créé l'université des métiers du nucléaire, qui a relancé cette activité-là, qui a dit qu'il fallait diversifier aussi vers les énergies renouvelables pour que nous soyons plus indépendants, et qui a réaffirmé la nécessité d'être plus sobre dans notre consommation énergétique. Donc je pense, qu'il a bien fait de remettre les pendules à l'heure. Vous pensez notamment au patron d'EDF qui était clairement visé par les critiques d'Emmanuel Macron hier. Oui, mais il me semble qu'il y a eu des propos déplacés. C'est bien que les pendules soient remis à l'heure. Et surtout, c'est bien maintenant qu'on se tourne vers l'avenir. Pour moi, la page est tournée. Et ce qui compte, c'est que nous produisions plus d'électricité dans les mois et dans les années à venir pour garantir notre indépendance énergétique, qui est toujours fait la puissance de la nation française. Et pour ça, par quoi est-ce que ça passe ? D'abord, consommer moins d'énergie. Le mot sobriété, il est parfois un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous tous? Ça veut dire dans nos déplacements, chez nous, dans nos administrations, dans nos usines, dans les commerces, consommer moins d'énergie. Et ça doit être un engagement personnel de chacun. C'est difficile, ça demande de changer ses habitudes, ses comportements. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour tous ceux qui nous écoutent. Mais c'est la première des priorités, réduire notre consommation d'énergie. En deuxième lieu, développer les énergies renouvelables. Et sans doute à marche forcée, parce que nous avons pris du retard et qu'il faut accélérer. Et en troisième lieu, retrouver une production électrique nucléaire qui soit suffisante, qui soit sûre, remettre en route les réacteurs qui sont à l'arrêt, ce sera la priorité absolue du prochain président d'EDF, et réaliser ces 6 réacteurs nucléaires qui représentent l'investissement industriel le plus important fait depuis un demi-siècle. On va revenir dans le détail sur ce que vous dites, les changements de comportement, l'aide et l'accompagnement pour baisser la consommation d'énergie. Je pense notamment aux aides aux entreprises que vous allez nous détailler dans un instant et la prolongation du bouclier tarifaire pour les particuliers. Enfin, vous parlez du patron d'EDF et vous parlez du futur patron d'EDF. La réalité, c'est que Jean-Bernard Lévy dit aujourd'hui, après avoir dirigé EDF, alors qu'il est à la fin de son mandat, il dit « Vous m'accusez », alors que la réalité, c'est que ça fait des années que vous me dites « Il faut fermer, il faut arrêter d'embaucher, je n'ai pas les mains aujourd'hui pour maintenir nos centrales ». On peut passer beaucoup de temps sur le passé. Mais il n'y a pas de futur pour l'instant, parce que vous dites le prochain patron d'EDF, mais il n'y en a pas. Personne n'est. Je pense qu'il est préférable, au regard des enjeux énergétiques qui sont considérables, de nous tourner vers l'avenir. Avez-vous trouvé le futur patron d'EDF ? Et regardons ce qui nous attend pour l'avenir, produire plus d'électricité. Décarboner, ça doit être l'enjeu des prochaines décennies. Pour ça, il faudra effectivement un patron pour EDF, qui est un magnifique service public, avec des agents d'une immense qualité, des techniciens, des salariés, des ouvriers, des ingénieurs, d'une grande qualité dont je veux saluer l'engagement. Ils méritent le meilleur. Mais pour qu'ils se fassent humilier en public par le président de la République. Ça fait 3 mois que, comme responsable, l'Agence des participations de l'État, qui a la tutelle d'EDF, avec un certain nombre de conseils, nous cherchons la meilleure direction possible pour EDF. Je peux vous dire que nous avons arrêté notre choix sur un certain nombre de noms. J'ai soumis ces noms à la Première ministre et au président de la République qui décideront dans les prochains jours qui dirigera EDF. Vous ne regrettez pas quand même que le président ait fermé Fessenheim ? Je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir. Voilà ce que je pense profondément. Et que nous avons besoin à la fois d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable et de nucléaire. Alors tournons-nous vers l'avenir. Emmanuel Macron qui a appelé les Français à être au rendez-vous de la sobriété au moment même où il disait ça, et où vous dites ce matin qu'il faut changer nos comportements. Il y avait Christophe Galtier et Mbappé qui étaient en conférence de presse, et alors qu'on leur demandait si oui ou non ils n'auraient pas pu faire quel citoyen français, Paris-Nantes en TGV, on va la réécouter parce que honnêtement, ça le mérite. Est-ce que c'est une question que vous vous posez, et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec
La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Mbappé qui pouffe de rire quand on lui demande de changer de comportement, comme vous dites. D'abord, j'adore Mbappé. Il peut tous nous arriver à n'importe quel moment d'avoir un fou rire au moment le moins opportun. Et je pense que c'était le moment le moins opportun pour avoir un fou rire. Ce que je crois, c'est que nous devons tous prendre le réchauffement climatique au sérieux. C'est grave, c'est l'avenir de notre planète. C'est notre capacité à habiter cette planète pour nous et surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, quel que soit ce qui peut nous tomber dessus, y compris un fou rire, prenons le réchauffement climatique. Il y a le fou rire d'Mbappé très au et sérieux. il y a l'ironie de Christophe Galtier. Oui, l'ironie, elle est déplacée. Et ce que je crois, une fois encore profondément, c'est qu'il faut que tous, quoi que ça puisse nous coûter dans nos comportements, dans nos réflexions, que nous prenions le réchauffement climatique très au sérieux. Bruno Le Maire, sur la question justement du changement, il y a eu cette idée à un moment du jet. Là, c'est un problème de jet. Je veux dire, c'est d'avoir pris un jet privé pour faire Paris-Nantes au lieu de le faire en TGV. Vous étiez défavorable à l'idée de réguler ces jets. Est-ce que finalement, la réponse d'Mbappé hier et de Christophe Galtier, leur ironie, leur sentiment d'être complètement loin de toutes ces préoccupations, ne montre pas qu'il faudrait peut-être quand même les réguler, ces jets? Je ne suis pas hostile à des régulations. Je dis simplement que l'enjeu dépasse la question des jets, des piscines. Les symboles sont importants. Mais on ne peut pas s'arrêter aux symboles. L'enjeu est beaucoup plus important que cela. Il faut que sur les bâtiments, on construise en ayant une isolation qui soit meilleure. Il faut qu'on accompagne les ménages pour qu'ils puissent avoir des véhicules qui soient moins polluants. Il faut qu'on transforme nos usines et qu'on décarbone. Et ça va coûter des milliards d'euros, nos usines, en utilisant notamment l'hydrogène. Vous voyez, ce sont des enjeux qui sont absolument stratégiques. Je ne voudrais pas qu'on les ramène à de purs symboles. Mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour lequel nous nous battons avec le président de la République depuis 5 ans pour qu'on produise des produits décarbonés en France et en Europe, mais comme ils seront plus chers, qu'on fasse payer les produits chinois, les produits turcs qui, eux, sont produits dans des conditions environnementales moins favorables. C'est ces enjeux-là qu'il faut faire comprendre. Donc ne nous arrêtons pas au symbole, qu'il y ait des régulations, qu'il y ait des règles qui soient les mêmes pour tous. Mais vous n'êtes pas fermé à l'idée de réguler le trafic de jets privés en France? Je ne suis pas fermé à ce qu'on ait des règles qui s'imposent à chacun. Je dis simplement que les enjeux sont plus stratégiques que cela et qu'il ne faut pas faire croire aux Françaises et aux Français que parce qu'on régule les jets, les piscines ou je ne sais trop quoi d'autre, on aura réglé le problème du réchauffement climatique. Bruno Le Maire, les aides et ensuite la question de la contribution de la taxe dont on n'a pas encore très bien compris les contours qu'Emmanuel Macron a annoncé hier. Les aides, il y a les particuliers et il y a les entreprises. Je voudrais qu'on parle des particuliers d'abord, puisque le bouclier tarifaire devait arriver à échéance au 31 décembre. Il semble, et vous allez peut-être me le confirmer, qu'il sera prolongé et je voudrais savoir sous quelle forme. Est-ce qu'il va être prolongé tel quel, c'est-à-dire que la facture de tous sera baissée, ou est-ce qu'il y aura des contraintes, des logiques économiques ou de consommation? Nous continuerons à protéger nos compatriotes contre la flambée des prix de l'énergie. C'est ce que nous avons décidé comme stratégie. Ce n'est pas un choix de court terme. Je voudrais bien faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent que nous faisons des choix de très long terme, qui nous engagent pour très longtemps. Et c'est comme ça qu'on réussira à lutter contre le réchauffement climatique. Dès l'automne 2021, avec le président de la République, nous nous sommes dit les prix de l'énergie vont exploser, électricité, gaz, il faut protéger nos compatriotes. On a fait passer en septembre 2021 une hausse des prix du gaz, une hausse des prix de l'électricité, mais ensuite on a stabilisé pendant 1 an. Maintenant, on va arriver en janvier 2023, il y aura des hausses. On ne l'a jamais caché. Il y aura des hausses parce qu'il faut que régulièrement on puisse ajuster les prix pour qu'une hausse qui sera contenue. J'ai toujours employé ce terme-là. Je maintiens ce terme-là, la hausse des prix de l'électricité, des prix du gaz sera contenue. S'il n'y avait pas cette protection, soyons très clairs, la facture d'électricité augmenterait en janvier 2023 de 120 € par mois, je dis bien par mois, et la facture de gaz de 180 € par mois. Ce serait insupportable. Et les États qui ont laissé filer, les États qui ont laissé filer ce genre de dépenses, comme l'Angleterre, comme vous le dites très bien, vous voyez bien qu'ils se retrouvent dans une situation sociale qui est intenable. Vous voyez bien que même l'Allemagne vient sur nos positions et vient d'annoncer des mesures de soutien aux ménages. Nous avons fait ce choix depuis le début d'anticiper cette crise énergétique et de lisser les effets dans le temps. Alors quand vous dites lisser ces effets, je voudrais quand même que vous nous donniez un peu plus de détails. Est-ce que ce sera le même principe qu'aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez ce bouclier pour tous les particuliers, quels que soient leurs revenus, ou est-ce que vous allez rajouter des contraintes de revenus ou de consommation? Non, on garde le même principe. Faire d'usine à gaz, c'est le cas de le dire. Ouais. Ce sera le même principe pour tous. Il y aura une augmentation pour tout le monde du prix du gaz
Pour tous les ménages. Prix de l'électricité qui sera le plus contenu possible, dans la mesure aussi de ce que nous permettent nos finances publiques. Et pour les ménages les plus modestes, comme le président de la République l'a indiqué, il y aura le chèque énergie. Je rappelle que le chèque énergie, désormais, il touche 6 millions de personnes, que le montant peut atteindre 150 €. Est-ce que les parlementaires décideront qu'il faut que ça touche plus de 6 millions de personnes, qu'il faut peut-être aller un peu au-delà? Ça fera partie de la discussion avec les parlementaires au moment de l'examen du budget. Les entreprises, maintenant, qui tirent le signal d'alarme. Elles ont raison. D'abord, elles ont entièrement raison. Et je reconnais bien volontiers, je l'ai fait à chacune des crises que j'ai eu à gérer. Lorsqu'un dispositif ne marche pas, il faut le changer. Le dispositif de soutien aux entreprises qui voient leur facture d'électricité ou de gaz exploser ne fonctionne pas. Il est trop compliqué. J'ai donc le simplifié dans 3 directions. Aujourd'hui, pour avoir accès à des mesures de soutien, à des subventions, il faut que vous ayez perdu sur un trimestre au moins 30% de votre chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup trop compliqué. Désormais, toute entreprise, TPE, PME, commerçant qui perd de l'argent à cause de l'augmentation du prix du gaz ou de l'électricité va sur le site de la Direction générale des finances publiques, dit j'ai perdu de l'argent, même si c'est sur un mois, et il sera compensé financièrement pour qu'il puisse passer cette période difficile. Toute entreprise, dès le premier euro. Toute entreprise, dès le premier euro, qui perd de l'argent sur un mois, peut aller sur le site de la Direction générale des finances publiques et dire « j'arrive plus à payer ma facture d'électricité ou ma facture de gaz, donc j'ai besoin d'une compensation, d'une aide financière de l'État. » Il recevra une aide financière de l'État. La seule condition, c'est qu'il faut que l'énergie ou le gaz représente 3% de votre chiffre d'affaires. Pour le reste, il suffit que vous ayez perdu de l'argent sur un mois. Donc ce sont quand même des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Il faut que ce soit des entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie. C'est elles qui sont les plus touchées. Mais vous voyez que nous simplifions drastiquement. Je pense par exemple aux boulangers. Il y en a de nombreux qui nous appellent sur RMC et qui nous disent qu'ils vont être obligés d'augmenter le prix du pain pour compenser le coût de l'énergie de leur four. Eux ont la possibilité d'augmenter de manière modérée leur prix. Les entreprises donc, eux ne seront pour pas lesquelles, aidés, par exemple. Si ça représente moins de 3% de leur chiffre d'affaires, ils ne sont pas aidés. On vise spécifiquement, ça s'appelle un dispositif ciblé, les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Je rajoute 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que toutes les entreprises qui en juillet, en août ont été un peu découragées en disant on est allé s'inscrire, on a vu que le dispositif était trop compliqué, on a renoncé. Revenez vous inscrire en septembre, faites la demande, y compris si vous avez perdu de l'argent en juin, en juillet ou en août, y compris a posteriori, nous vous compenseront financièrement. Et la deuxième chose très importante, c'est que le mécanisme restera ouvert jusqu'à fin décembre 2022, alors qu'il devait finir en août, et nous allons évidemment travailler pour qu'il puisse se poursuivre en 2023. Quitte à le prolonger, donc ensuite pour l'instant il n'y a pas de date de fin. Nous avons une politique stratégique qui consiste à amortir le choc pour avoir le niveau d'inflation le plus faible. C'est le choix stratégique que nous avons fait avec Emmanuel Macron. Le résultat, c'est que nous avons le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro. Et que d'autres pays, d'autres pays qui ont vu... On peut maintenir le fait d'être le pays qui a la moins forte inflation. Je pense que c'est la bonne politique parce que c'est celle qui réduit les coûts sociaux, qui réduit les coûts économiques. Et quand je vois que le chancelier Scholz vient d'annoncer 66 milliards d'euros de protection complémentaire pour faire baisser le niveau de l'inflation en Allemagne, ça prouve bien que la politique française peut en inspirer. Je voudrais une explication de texte. Emmanuel Macron a annoncé hier une contribution au niveau européen sur les opérateurs d'énergie dont le coût de production est largement inférieur au prix de vente. Il parle de bénéfices indus. C'est quoi ? C'est qui ? C'est toutes les entreprises qui, sans investir, sans avoir fait de dépenses particulières, ne font que bénéficier de l'augmentation des prix de l'énergie. Il faut qu'ils reversent ce qu'ils peuvent toucher grâce à ces circonstances exceptionnelles à la collectivité. C'est ce pourquoi j'ai toujours plaidé et je pense que cette solution franco-allemande est une excellente solution. Moi, je vais vous dire sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. D'abord, je veux dire à quel point je crois à la justice fiscale. Ça fait 5 ans que je me suis battu pour la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés et pour la taxation des géants du digital. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir sur la justice fiscale, j'y crois et surtout je me bats pour elle et je la mets en pratique. Ensuite sur cette question de ce qu'on a appelé les super profits, moi je ne vois qu'une seule chose. Il y a des énergéticiens qui sans avoir investi, je le redis, ne font que bénéficier de prix tout à fait exceptionnels de l'électricité. Vous parlez de ceux qui avaient installé des systèmes de panneaux solaires, d'éoliennes, et à qui l'État avait promis d'acheter un prix garanti. Depuis des années, nous leur avons garanti un prix. Et nous leur avons dit, vous pouvez investir dans le solaire, dans le renouvelable, parce que vous ne perdrez jamais d'argent. Non, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais ce que propose le président de la République et le chancelier Scholz, ce n'est ni le statu quo,
ni une taxe exceptionnelle, c'est un mécanisme de marché durable. Et je me réjouis de cette solution, parce que c'est une solution durable et c'est une solution qui est juste. Elle est durable parce que, quelle que soit la situation, ça ne va pas être une taxe pour 1 an pour se faire plaisir. Pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, nous mettons en place un mécanisme européen d'ajustement du marché qui fait qu'on dit aux énergéticiens, investissez dans le renouvelable, construisez des panneaux solaires, construisez des champs éoliens offshore. On vous garantit le prix. Donc vous ne perdrez pas d'argent. Mais attendez, à partir du moment où on vous garantit le prix, si les prix explosent et que du coup vous faites des milliards d'euros de bénéfices, en gros, ils doivent vous rendre le trop perçu, quoi. Ils nous rendent le trop perçu. C'est ce qui existe déjà en France. Les énergéticiens qui investissent dans le renouvelable vont verser cette année, en 2022, 8 milliards d'euros parce que les prix ont explosé au-dessus du prix garanti. Mais sur cette solution est une bonne solution, sur cette question et qu'elle soit franco-allemande me réjouit. Sur cette question quand même des super profits, je veux bien que là vous disiez que vous n'étiez pas favorable, mais vous vous vantez souvent d'avoir obtenu de la part du transporteur CMA-CGM un geste, 500 € par container. Malgré leurs efforts sur ces prix de containers, on apprend que CMA-CGM a réalisé 14,8 milliards d'euros de dollars de profit au seul premier semestre, soit quasiment autant que sur toute l'année précédente, qui était déjà une année de record. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de mettre en place une taxe exceptionnelle sur ces super profits ? Et je redis que les solutions durables ne sont pas des solutions de taxes. Je crois à la stabilité fiscale et je pense qu'elle est préférable à toute autre solution. Je me réjouis en deuxième lieu que ce mécanisme de marché ait été proposé par la France et par l'Allemagne comme solution définitive pour tous les énergéticiens, de la taxe sur les qui bénéficient de conditions exceptionnelles sur le marché, alors même qu'ils n'ont pas investi davantage ou qu'ils n'ont pas dépensé plus d'argent. Troisième remarque. Vous enterrez l'idée d'une taxe sur ces superprofits ? Moi, je n'enterre pas la participation des entreprises qui ne sont pas concernées par ce mécanisme de marché durable, qui ne concerne que les énergéticiens. Donc, ça ne concerne pas, par exemple, CMA, CGM, ça ne concerne pas les banquiers, ça ne concerne pas les assureurs. Or, moi, je considère que toutes les entreprises qui ont la possibilité financière d'aider les ménages dans ces circonstances difficiles doivent le faire. Et je continuerai toujours à peine de malheur à préférer que l'argent aille dans la poche des Français plutôt que dans la poche du Trésor public. Je préférerais toujours exiger une contribution de la part de Total, qui a versé un demi-milliard d'euros, 20 centimes d'euros de remise à la pompe, de CMA-CGM, qui réduit le prix de ses containers et qui peut sans doute faire davantage. Les banquiers, les assureurs. Par container, quand vous voyez les 14,8 milliards, c'est dérisoire. Peut-être qu'ils peuvent aller plus loin. Nous avons toujours dit avec Elisabeth Borne que nous ferions les comptes à la fin de l'année. Donc nous allons continuer à discuter avec CMA-CGM, continuer à discuter avec les banquiers que je verrai la semaine prochaine, continuer à discuter avec les assureurs. Mais vous voyez que notre philosophie politique, c'est un mécanisme durable de marché, parce que c'est ce qui est juste et efficace pour les énergéticiens, et que pour toutes les autres entreprises, nous leur demandons de participer. Certaines le font déjà, et nous ferons les comptes à la fin de l'année. Quand vous dites que vous allez discuter avec les banques, Bruno Le Maire, il y a aussi une question là-dessus. 45% des demandes de prêts immobiliers, au moment où on se parle, sont rejetées par les banques, avec notamment une question qui est la question du taux d'usure. Est-ce que vous êtes prêt à remonter ce taux d'usure pour que les Français puissent davantage emprunter ou continuer à emprunter, notamment pour l'immobilier ? Alors nous sommes en discussion avec la Banque de France et avec les banquiers sur ce sujet. C'est une décision qui est difficile. Nous regardons aujourd'hui si les Français continuent à avoir accès facilement au crédit. Pour moi, c'est la priorité absolue. Je veux que tous nos compatriotes puissent continuer à avoir un accès facile au crédit. Et je vois bien, parce que ça me remonte de toutes parts, que ça devient de plus en plus difficile. Et que même des gens qui ont une situation financière qui est solide, on leur dit « Désolé, on ne va pas pouvoir vous faire de crédit immobilier ». Ce n'est pas possible. Donc remonter le taux d'usure fait partie des options. Simplement, quand vous remontez le taux d'usure, par définition, c'est le taux d'intérêt qui remonte pour tous les prêts immobiliers. Donc ce n'est pas une décision que vous prenez à la légère. Et des décisions aussi lourdes que celle-là, ça rejoint ce que je vous disais sur la taxation, il faut viser le long terme. Vous ne les prenez pas à la légère. Je prendrai cette décision avec le gouverneur de la Banque de France une fois que nous aurons tous les éléments d'information avec les banquiers. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, vous dit impossible de baisser les impôts. Qu'est-ce que vous répondez ? Je dis qu'on a baissé les impôts depuis plus de 5 ans maintenant et que ça a augmenté les recettes fiscales. On a baissé l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. On n'a jamais eu de recettes fiscales de l'impôt sur les sociétés aussi importante. Pourquoi ? Il ne se trompe pas, je dis simplement que lorsque vous baissez les impôts,
vous avez plus d'entreprises qui créent de richesses et des entreprises qui payent donc davantage d'impôts sur les sociétés, ce qui nous permet ensuite de protéger nos compatriotes. Vous affirmez ce matin que vous poursuivrez la baisse des impôts. Oui, nous poursuivrons la baisse des impôts, et notamment, mais pas la baisse des impôts pour se faire plaisir, la baisse des impôts avec un objectif stratégique, la réindustrialisation de notre nation. La première baisse d'impôts qui me paraît prioritaire, c'est la baisse des impôts de production, c'est-à-dire celle qui pèse sur les usines, sur les produits manufacturés, sur tout ce qui fait la puissance d'une nation. Moi, ce que je veux, ce que nous voulons avec le président de la République et la première ministre, c'est qu'il y ait plus d'usines, plus d'ouvriers, plus d'ingénieurs, plus de production, plus de richesses et plus d'emplois. Et bien ça, c'est pas avec de nouvelles taxes que vous le faites. C'est en baissant les impôts de production. Ça a été promis par le président de la République. Ce sera fait dans le quinquennat. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances sur RMC et BFM TV, 8h53.